Les élucubrations d'Hermeline sur Radio U 101.1 FM. C'est dimanche, il est 21h à Brest, vous êtes à l'écoute de Radio U sur 101.1 FM. Chers auditeurs, bonsoir. Tout d'abord, merci Loïc de Rock et Boomers pour ta sélection de ce dimanche soir qui était vraiment très sympathique, qui m'a donné envie de danser, d'aller danser à boîte de nuit comme à mon époque vintage. Donc c'est l'heure des élucubrations d'Hermeline. Et vous, quel est votre souvenir vintage? Un dimanche sur deux sur Radio U 101.1 FM. Cet été, vous le savez désormais, les élucubrations d'Hermeline vous proposent un cycle d'émissions originales, la mise en scène audio, avec 4 metteurs en scène de grand talent, autour du texte de mon premier spectacle, Hermeline, seule en scène, le 9 septembre à 20h à la Comédie du Finistère à Brest. Avec Delphine Vespier, on a vu comment porter haut le texte. Et puis j'ai reçu Steve Brudet-Nelson, enseigneur, émission toute en replay sur radio-u.org, également en streaming sur toutes les plateformes et sur ma chaîne YouTube. Le 6 septembre, avec Hugo Laborie, on abordera l'effet improvisation sur mon texte. Et ce soir, je reçois Adélie Le Sould, qui a créé Les Déclamateurs. Bonsoir Adélie. 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 Oui. Ah. Oui, je suis là. Tu m'entends ? Oui, bonsoir Adélie. Bonsoir. Merci d'être là ce soir, ce dimanche Avec grand soir. plaisir. Donc, ensemble, on va aborder une soirée éloquence, puisque c'est ce que tu enseignes, l'éloquence. Et tu proposes de faire résonner la voix. Et donc, ce soir, on va essayer de faire résonner ma voix. Donc, telle est ta promesse sur ton site Les Déclamateurs, en tant que formatrice en art oratoire et coach personnel. C'est bien ça ? Tout à fait. Tu as très bien résumé les choses. Eh bien, écoute, allons-y immédiatement. Puisque j'ai bien résumé, je te propose de rallonger un petit peu le sujet. Alors, Adélie Le Sould, qui es-tu et qu'est-ce que les déclamateurs ? Bien. Alors, qui je suis ? Comme tu dis, je suis formatrice en prise de parole en public. Donc, c'est un peu les nouveaux métiers qui sont venus avec un film qui est assez célèbre aujourd'hui qui s'appelle À voix haute, qui a beaucoup mis en avant l'éloquence et tous les bienfaits de l'éloquence chez les jeunes et à peu près pour tout le monde. Et faire résonner ta voix. Alors là, j'ai fait un petit jeu de mots et aussi le côté de raison, parce que pourquoi les déclamateurs ? Parce que c'est un terme antique. C'est-à-dire que on a besoin, tous, pour être un bon citoyen, on a besoin de raisonner sa voix, c'est-à-dire de lui donner de la place, et on a besoin de lui donner de la raison, parce que à la toute base, les orateurs étaient aussi des philosophes, alors pas que, mais aussi. Donc il faut savoir réfléchir, pas dire des bêtises, mais il faut aussi bien savoir les dire pour pas être trop ennuyant quand tu parles. Alors, moi aussi, je me suis un petit peu renseignée sur ce beau prénom Adélie. C'était la première fois que je l'entendais, un prénom que je trouve très romanesque, d'origine... Comment ? Je disais merci beaucoup. Un prénom que j'ai trouvé très romanesque, qui est d'origine germanique. Adal signifie noble. Alors, si je me trompe, tu préciseras. Adélie, c'est également une terre en Antarctique. Et c'est également l'appellation d'un manchot en Antarctique. Tiens, Antarctique. Ça te travaille les articulateurs, c'est parfait. Oui, je ne l'avais pas anticipé, je ne l'ai qu'écrit, je n'ai pas répété cette phrase-là. Donc forcément, Antarctique. Là, on commence direct. Exactement, oui, c'est tout à fait ça. En fait, si tu veux, dit Adeligen, c'est exactement la noblesse, mais noble dans le sens noble le cœur noble, tu vois, là, dans ce sens-là. Et effectivement, la terre antarctique, elle a été découverte par Dumont d'Urville. Et la petite histoire, elle est magnifique, c'est que quand il a découvert cette terre, parce qu'à un moment donné, on a essayé de repousser les limites au maximum de la découverte. Et la Terre Adélie, à un moment donné dans le temps, ça a été l'endroit le plus loin où on a été en Antarctique. Et je vais même aller encore plus loin. Jules Verne, dans son livre 20 milieux sous les mers, eh bien, c'est un défi pour le capitaine Nemo d'arriver en fait sur la Terre Adélie. Et quand il y arrive, il est super content. Ah, comme quoi Adélie se mérite, hein.
Ouais, et puis surtout, c'est trop parce que Dumont d'Urville, il a donné le nom de sa femme. Alors après, je ne sais pas si sa femme s'appelait Adèle ou Adélie, et après, il l'a changé pour que ça fasse le nom d'une terre. Mais en tout cas, il a donné ce nom-là. C'est un hommage à sa femme, donc c'est une preuve d'amour. Donc c'est une terre, tu vois, qui a plein d'histoires. Et les manchots Adélie, ce sont des manchots joueurs très sympas. Pour te raconter une petite anecdote, ils sont pas plus hauts à l'âge adulte que si tu veux, les bébés des manchots empereurs. Mhm. Et en fait, ils Comme vont mon aller chat. se Mon stager. chat, mon chat fait Ouais, la même taille à l'âge adulte que bébé, 4 kilos. ouais, voilà, c'est C'est ça. Et fou, donc, quoi. ils sont vraiment tout petits. Bon, c'est trop Et en fait, mignon. ils vont aller titiller les bébés des manchots empereurs alors qu'ils font littéralement leur taille, tu vois, alors qu'ils sont eux à l'âge adulte. Donc, c'est des manchots très joueurs et en même temps qui sont très curieux. Ouais, c'est tout ce que j'ai remarqué, c'est dans les documentaires animaliers. Eh bien, en tout cas, ils n'ont pas l'air de s'empêcher de faire résonner leur voix, du coup. Exactement. Très bien. Alors, prenons exemple sur le manchot Adélie ce soir pour poursuivre cette émission. Et puisque tu veux nous rappeler des petites anecdotes, est-ce que tu pourrais nous rappeler les bases ou nous expliquer tout simplement pour nos auditeurs les bases de la prosodie? Oui, alors la prosodie, c'est un terme grec où on va surtout parler de la forme de la voix. On a tous eu, quand on était en cours ou ailleurs, des gens qui, quand ils parlent, on a envie de dormir, on n'arrive pas à comprendre ce qu'ils disent. C'est, c'est très compliqué. En fait, j'aime beaucoup dire que la prosodie, donc la forme de la voix, c'est comme la calligraphie. Si on écrit mal, on peut être le meilleur, on n'aura pas accès au contenu de ce qui se passe. Et la prosodie, pour avoir une belle prosodie, pour savoir avoir accès à ce contenu-là, eh bien, il faut être sur 3 biais qui sont fondamentaux pour moi. Il faut savoir maîtriser les accentuations, il faut savoir maîtriser l'intonation, il faut savoir maîtriser les pauses et un côté un peu plus grammatical, un peu plus rébarbatif, ce qu'on appelle des groupes rythmiques. À partir du moment où on a ces 4 piliers-là, eh bien, on peut devenir très fort dans la prosodie, c'est-à-dire on peut devenir très impactant dans sa manière d'habiller les mots. Quel est le public que tu formes aujourd'hui des étudiants? Alors, nous sommes sur Radio U, chers étudiants universitaires, si vous souhaitez vous améliorer en éloquence. Mais on y reviendra de toute façon parce que j'avais reçu déjà le président d'Eloquentia Brest, ici pour une émission. J'avais reçu les finalistes du concours Eloquentia à Brest à l'époque. Et d'ailleurs, hier, je crois, ou avant-hier, c'était la finale nationale à Paris, de mémoire. Ouais. Et j'ai été jurée à Eloquentia pendant pas mal d'années, mais pas Eloquentia à Paris-Saclay. Ah ouais, tout de suite, t'es Paris, quoi. Non, ici, nous, c'est Brest. Donc, chers auditeurs, et sans doute universitaires, et donc ton public. Voilà, tout ça pour demander quel était ton public. Quel est le public que tu formes? J'ai 3 publics différents, si tu veux. J'ai toute la partie universitaire, les personnes qui vont passer des concours, et tout concours confondu, tu vois. Je suis allée du concours de magistrature au concours pour être gendarme, à des concours d'école de commerce ou d'ingénierie. C'est vraiment tout concours confondu. Donc, c'est peut-être plus pour la partie universitaire, parce qu'on est quand même dans ce milieu où il faut aller chercher le concours ou aller chercher un poste. Sinon, c'est beaucoup des managers, c'est-à-dire des personnes qui viennent avoir une promotion pour devenir manager et maintenant manager faut parler devant les autres et c'est un peu plus planqué derrière ses compétences. Donc ça c'est surtout on va dire le gros public. Et il y a un autre public qui est intéressant et dont tu fais partie, c'est des personnes qui font un travail de remise en question sur eux, où c'est vraiment dans ce côté développement personnel, et c'est un développement personnel qui peut aller loin. Enfin, je dis ça parce que je trouve que c'est quand même important. La rien de plus intime que la voix. Si notre voix est bloquée, notre corps est bloqué, et on peut aussi accepter certaines choses qui ne devraient pas s'accepter. Par exemple, moi j'arrive souvent en fin de processus de femmes battues, par exemple, qui viennent libérer leur voix pour arriver à la fin de ce processus de soumission. Ouais, alors c'est un peu simpliste hein, ce que je dis, mais j'ai régulièrement des personnes que je vais venir aider en fin de processus, pour reprendre confiance aussi en elles, tout ce travail-là, qui n'est pas du tout psychologique, mais c'est un travail très lié sur elles, sur leur corps, et du coup, in fine, sur la psyché. Ben, non, c'est intéressant ce que tu racontes parce que, bon, toute proportion gardée, hein, mais en tout cas, moi, je l'ai déjà raconté sur l'antenne de Radio U, mais je sais pas d'ailleurs, j'essaie de me souvenir comment j'en étais venue à cette idée de la scène. C'était pas une intention, mais avec moi, quand ça marche, c'est jamais une intention et je ne sais jamais comment je suis arrivée là. Mais en tout cas, à l'origine, j'ai pris des cours de théâtre depuis 2-3 ans là.
et des cours d'éloquence avec toi pour faire bouger mon écriture, qui était une écriture à l'origine un peu plus littéraire et trop compliquée, enfin, non, c'est même pas ça. Une écriture qui ne me correspondait pas, mais qui qui correspondait à un moment et à une sphère un peu intellectuelle que je fréquentais à Paris. Et je voulais donc essayer de faire évoluer cette écriture en une écriture corporelle. C'était exactement ça que je cherchais, et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à étudier le théâtre. Et ça rejoint ce que tu dis, quoi. Et je voulais être moins en état de soumission face à cette écriture qui m'envahissait et qui n'était pas la bonne. Je savais que c'était pas la bonne. Et je sais que mes premiers romans, d'ailleurs, ne sont pas... Enfin, ils ne me conviennent plus aujourd'hui, mais je savais à l'époque que j'avais pas écrit ce que j'avais en tête. Et j'arrivais pas à poser ce que j'avais en tête de manière claire. Et il a fallu passer par le théâtre, par l'éloquence et par tout ce qu'on fait ensemble en ce moment, notamment. On y reviendra tout à l'heure. Donc c'est vraiment intéressant, et j'avais pas pensé aux femmes sous emprise, quoi, qui cherchaient à... Ouais, des femmes sous emprise et n'importe quelle emprise. Après, moi, j'arrive, comme je dis, vraiment à la fin du processus. Et là, moi, je l'aidais à faire un spectacle de stand-up où justement, elle voulait en parler. Et voilà. Et donc, l'idée, c'était de se dire, mais comment je peux être drôle sur ça et donner des petits conseils. Alors, voilà, moi, je suis pas non plus stand-upeuse, mais tu dois travailler la voix. Donc, comment ménager le silence avant de donner une blague, pour mettre l'effet. Et donc, on a beaucoup travaillé cette prosodie-là sur la voix parce qu'elle voulait se lancer dans le stand-up. Et alors, la première chose qu'on a vue ensemble, depuis qu'on se connaît, c'est, entre autres, un oral. Qu'est-ce qu'un oral réussi? Alors, est-ce qu'on peut donner quelques points de repère à ce stade déjà? Peut-être qu'on refera le bilan à la fin de l'émission pour vérifier si tout fonctionne, si on a coché les bonnes cases, si on a coché les cases que tu vas énoncer, quelques-unes en tout cas. Quels sont les repères d'un oral réussi? L'aura d'un oral réussi, comme tu le dis toi-même. L'aura. Alors, si on parle d'aura, on va plutôt aller dans la partie du non-verbal, qu'on appelle le non-verbal. Ça, c'est le jargon des formateurs d'éloquence. Et donc, ça va être ta gestuelle. Parce que même si là, on est à la radio, au téléphone, il n'y a que notre voix qui s'entend. Mais là, tu me vois pas, mais mon corps bouge énormément. Mon corps est vraiment le support de ma voix. Donc déjà, si tu bouges pendant que tu parles, mais tu fais les bons gestes au bon moment qui vont vraiment être le support de ta voix, un geste qui aide énormément, c'est tout ce qui vont être les gestes de rotation, qui vont aider à dérouler la pensée, ou des gestes qui vont aider à battre la mesure. Ça va vraiment être des gestes simples qui vont t'aider à être le support de ta pensée. Ça va être dans toute la partie ethos, c'est-à-dire toute la partie crédibilité, aura. Mais c'est-à-dire ensuite, que la main bat la mesure sur un... là, j'essaye de le faire sur la table de régie, comme ça. Je ne sais pas si on entend. Oui, alors c'est pas forcément battre la mesure de manière, tu vois, comme un métronome, mais c'est vraiment que ton corps va, à un moment donné, va s'arrêter dans l'espace et ça va être comme battre la mesure. Mmh. Donc ça va déjà t'aider à toi d'avoir ce côté aura. Et en plus de ça, c'est plutôt ce qu'on va voir sur les anciens documentaires de l'INA, etc. Il faut éviter de faire un maximum de mots parasites. Ce que je dis, c'est comme, là on est à la radio, c'est parfait, c'est comme, les mots parasites, c'est comme s'il y avait du bruit. Si la voix n'est pas claire, eh bien on a plus de mal à accéder au message. Et le problème des mots parasites, c'est qu'ils vont venir dévier l'attention. Et nous, en tant qu'orateur, on veut être mémorisé. Il faut qu'on soit mémorable. C'est-à-dire que quand on fait un entretien, quand on parle à quelqu'un, si on n'est pas mémorable, ça sert à rien. Que le but d'un discours, c'est amener à une action. Soit d'être sélectionné, soit d'être pris, soit d'adhérer à une cause, soit d'agir, de dire « Oh mince, j'ai fait ça, je devrais arrêter parce que c'est une mauvaise action ». Soit de booker son agenda avec tellement de dates pour le spectacle que toutes les salles de la Terre entière vont vouloir nous avoir, c'est ça? C'est exactement ça, tu vois. Okay. C'est exactement ça. Oh, la pression. C'est ça qui va te permettre d'avoir en tout cas ton aura. Après, bien évidemment, il faut toujours un contenu qui soit à la hauteur. Mais si tu as cette forme-là, c'est-à-dire que tu as cette bonne gestuelle, tu fais pas de mots parasites, et voilà, tu fais pas de mots parasites, et dans ta tête, c'est relativement clair, tu es dans l'aura de l'orateur. C'est pas si compliqué que ça. L'éloquence, vraiment, ça s'apprend. Il y a quelques principes de base à savoir, et une fois qu'on les a, après, il faut juste, avec des guillemets,
s'entraîner, 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 et beaucoup de volonté et de discipline. Bah oui, alors ça c'est sûr, et s'entraîner seul c'est difficile. Mm. Quand tu dis mot parasite, c'est par exemple ou Les un silence, les un bruit de bouche. les bas, les genres, Du tous ces coup, trucs-là. Mm. mais du coup moi j'aime bien, je le dis tout le temps. J'adore cette petite expression. Du coup, tu peux changer par de surcroît, entre autres. Il y a Oui, plein de mots de liaison que tu peux utiliser. ok. Eh bien, alors eh bien, plutôt que eh ben. Exactement, très bien. Eh bien, chers auditeurs, on va mettre en application immédiatement quelques conseils que vient de nous donner Adélie. Et je lui ai proposé en préparant l'émission tout à l'heure, cet après-midi, qu'on reprenne un texte qu'elle m'a donné à étudier tout au début, quand on a fait connaissance. C'est Monsieur Jourdain et le maître de philosophie dans Le bourgeois gentilhomme de Molière. N'est-ce Tout à pas, fait. Adélie ? Exactement. Alors pourquoi je t'ai demandé de travailler cette pièce? Oui, pourquoi ? C'est parce que les voyelles, c'est le support de la voix. On le reverra dans la pièce, mais si tu regardes juste d'un point de vue complètement corporel, quand tu vas parler avec ta respiration ventrale, quand tu vas expulser l'air, rien ne va venir bloquer l'air quand tu vas émettre une voyelle. C'est pour ça que si là je veux propulser ma voix, c'est sur la voyelle que je vais propulser ma voix. C'est pour ça que les voyelles sont importantes. Et là, Molière l'explique de manière très ludique. Alors, on reviendra après l'extrait qu'on a choisi, donc Monsieur Jourdain et le maître de philosophie, sur la respiration ventrale, parce que moi, j'ai eu l'impression, quand la première fois que tu m'en as parlé, que je découvrais la respiration ventrale à mon âge, et que j'avais toujours vécu finalement en apnée. Donc, je respire ventralement depuis peu. Donc, il n'est jamais trop tard, comme Monsieur Jourdain. Mais on reviendra sur cette respiration ventrale pour que les auditeurs comprennent bien en quoi ça consiste. Mais Oui, complètement. on va l'illustrer, on va commencer par l'exemple. Bien sûr. Et j'ajouterais juste une petite chose. Souvent on nous dit il faut bien manger, il faut faire du sport, il faut dormir, mais on ne nous explique pas que bien respirer, c'est aussi fondamental. Et ça, on a tendance à l'oublier. C'est la vie, la respiration. C'est la vie, c'est le sommeil. C'est respirer, si on respire pas, au bout de quelques minutes, on meurt. Donc ouais, bien respirer, c'est pratique. Alors, on est scène 4. Acte Et 2, c'est toi qui commence. Acte 2, scène 4. Ah, c'est moi qui commence tout de suite, d'accord. Oui, ouais, c'est toi, Monsieur Jourdain, qui commence avec le A. Je veux un beau A avec les beaux articles. Alors, en effet, je suis Monsieur Jourdain, tu es le maître de philosophie. Tout à fait. Ah, monsieur, je suis fâchée des coups qu'ils vous ont donnés. Cela n'est rien. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses, et je vais composer contre une satire du style de Juvénal qui les déchirera de la belle façon. Laissons cela. Que voulez-vous apprendre? Tout ce que je pourrai, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant, et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune. Ce sentiment est raisonnable. Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago. Vous entendez cela? Et vous savez le latin, sans doute. Oui, mais faites comme si je ne le savais pas. Expliquez-moi ce que cela veut dire. Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Ce latin-là a raison. N'avez-vous point quelques principes, quelques commencements des sciences? Oh oui, je sais lire et écrire. Par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? C'est elle qui enseigne les 3 opérations de l'esprit. Qui sont-elles, ces 3 opérations de l'esprit? La première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux. La seconde, de bien juger par le moyen des catégories. Et la troisième, de bien tirer une conséquence par le moyen des figures. Barbara, c'est la reine, Paris, Perio, Ballyreton, etc. Voilà des mots qui sont trop rébarbatifs. Cette logique-là ne me revient point. Apprenons autre chose qui soit plus jolie. Voulez-vous apprendre la morale? La morale? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette morale? Elle traite de la félicité, enseigne aux hommes à modérer leurs passions et... Non, laissons cela. Je suis bilieux comme tous les diables. Et il n'y a morale qui tienne.
Je me veux mettre en colère tout mon sou quand il m'en prend envie. Est-ce la physique que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés du corps, qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux. Et nous enseigne les causes de tous les météores, l'arc-en-ciel, les feux, l'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, le tonnerre, la foudre, la pluie, la neige, la grêle, les vents et les tourbillons. Il y a trop de tintamarre là-dedans, trop de brouillamini. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Après, vous m'apprendrez l'almanach pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a point. Soit. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes, parce qu'elles sonnent avec les voyelles, et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix, A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Ah! Ah! Oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E. Ah! Ah! Ma foi, oui. Ah! Que cela est beau! Et la voix I en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. Ah! I. Cela est vrai, vive la science! La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et en rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut et le bas. O. Oh! Mais il n'y a rien de plus juste. A, E, I, O. Cela est admirable. I, O. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. Oh, vous avez raison. Oh, ah, la belle chose que de savoir quelque chose. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les rejoindre tout à fait. U. Il n'y a rien de plus véritable. U. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue. D'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que U. Cela est vrai. Ah, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela? Demain, nous verrons les autres lettres, qui sont les consonnes. Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celle-ci? Sans doute, la consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. Da. Oui. Ah, les belles choses. L'F, en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre du dessous, Fa. Fa. C'est la vérité. Ah, mon père et ma mère, que je vous veux du mal. De mal. Et l'air, en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais, de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force, elle lui cède et revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement ra. R, ra. Ra. Cela est vrai. Ah, l'habile homme que vous êtes, et que j'ai perdu de temps. Ra. Très bien, bravo. J'adore. Du coup, je me suis replongée dans le bourgeois gentilhomme qui était à l'origine à ma mère, 12 rue... Alors, elle avait noté son adresse dessus au cas où, 12 rue Bugeaud, Brest.
Oh, Mm. ça m'émeut. Maman, si Ah, tu c'est m'écoutes normal. ce soir. Alors, petite anecdote, j'ai découvert. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, hein, mais avant de passer à mon texte, concernant la voix, j'ai lu sur Instagram, hein, mais c'est une évidence. Hein, je suis un peu le Monsieur Jourdain contemporain. Je me suis aperçue récemment que c'était le seul organe du corps humain qui n'existe pas. La voix n'existe pas physiquement. C'est une manifestation, une sorte de miracle en fait. On peut autopsier son Mm, corps, on ne trouvera jamais de voix. C'est génial, je mm. trouve. Bon, Moi, ça, j'adore. Et il y a quelque chose, une question que moi j'ai posée. J'ai la chance, dans mon métier, de rencontrer tout profil vraiment très différent. Et j'ai actuellement un de mes élèves qui est médecin maxillofacial. Alors, tu me pourrais me dire pourquoi un médecin maxillofacial prendrait des cours d'éloquence? C'est parce que les médecins se regroupent maintenant de plus en plus dans des espèces de colloques ou dans des maisons, etc. Et ils ont besoin d'aller convaincre les autres. Enfin bref, il se passe plein de choses au niveau de la médecine. Donc, les médecins sont obligés de devenir de plus en plus des orateurs. Et moi, je lui ai dit, mais vous êtes médecin maxillofacial, c'est génial parce que vous êtes chirurgien aussi, donc vous les voyez, les cordes vocales. C'est vrai que moi, j'ai les découpes que tu peux voir sur Internet pour voir nos cordes vocales, à quoi elles ressemblent, et j'avais la sensation que c'était quelque chose de très fragile. Et il m'a dit, mais en fait, pas du tout, Adélie. Les cordes vocales ne sont pas du tout fragiles parce que quand on va faire passer les tuyaux pour que parce qu'il faut faire passer des tuyaux, tu vois, au niveau du corps, oui. il m'a dit, les cordes vocales sont à la fois, il m'a dit, fragiles et extrêmement résistantes. Et moi, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est une belle métaphore de dire notre voix, elle est fragile, mais en même temps très forte. C'est-à-dire que la voix, elle est très fugace, mais les mots que tu vas prononcer, c'est des mots qui peuvent rester à vie. Et je trouve que c'est un beau parallèle aussi avec notre anatomie. D'ailleurs, quand on écrit, chers écrivains, si vous voulez témoigner, réagir, n'hésitez pas. Quand on écrit, on se souvient, enfin, en tout cas pour ma part, je me souviens de mots, de phrases même, presque littéralement, que je reproduis littéralement, mais des phrases même qui remontent à mon enfance. Il y a certaines phrases et certains mots qui m'ont marqué à ce point-là. Mm. Mais c'est l'intonation, c'est... Et bon, malgré tout, tu dis les cordes vocales sont à la fois fragiles et très fortes, mais il faut les entretenir Mm. Complètement. pour ne pas passer sur la table d'opération comme Céline Dion. Ouais, ou beaucoup de chanteurs qui se sont pété leur voix, mais ça, c'est parce qu'ils étaient dans une manière d'utiliser leur cordes vocales de manière abusive. Mais oui, on peut quand même se péter les cordes vocales si on fait vraiment pas attention. Alors, qu'est-ce que tu préconises comme exercice pour fluidifier tout ça, pour ne pas qu'une corde nous lâche en plein stand-up? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est au maximum d'avoir des temps de repos pour la voix. Le meilleur moyen pour prendre soin de ses cordes vocales, c'est qu'elles aient des moments, vraiment des moments de pause. Mais ça, c'est valable pour tout dans notre corps et dans notre cerveau, finalement. Et ensuite, il y a des exercices de respiration ventrale ou des petites routines avec le miel et le thé qui sont quand même très célèbres. Mais notamment la respiration ventrale, il y a une technique qui s'appelle alors le Ujjayi. Moi, je vais mal le prononcer. Il vient du monde du yoga. Donc, c'est une manière de respirer par le ventre aussi. Et tout passe par la bouche fermée. Donc, ça veut dire victorieux, cette technique de respiration. Et qui a pour objectif d'aller humidifier les cordes vocales et donc d'aller les faire travailler, mais tout en douceur. Et au final, en fait, en les faisant travailler, ça va après amener un relâchement qui va faire qui va nous apporter un vrai sentiment de bien-être. Alors, on peut essayer. Comment il faut procéder? Alors, comment il faut procéder? Déjà, est-ce que tu connais Dark Vador? De nom, mais c'est pas, je ne suis pas familière avec Dark Vador. Je pensais que tu étais intime avec Dark Vador. Non, tu vois pas comment il respire, Dark Vador? Tu pourrais pas me faire une Ah, simulation de la dans son respiration de masque. Dark Vador? Quelque chose comme ça. Ouais. En fait, ça fait plus ça. Ah oui. Bon, c'est pas très sexy, hein, c'est pas la partie la plus sexy du moment, mais voilà, c'est comme ça en tout cas que Dark Vador respire et le Ujjayi va vraiment faire, c'est une respiration très bruyante qui va vraiment venir aller, mine de rien, relâcher complètement nos cordes vocales et en tout cas bien les humidifier. Donc la technique pour y Oui. arriver, c'est de se dire qu'on va aller chercher un peu si on ouvre la bouche et quand on va enlever, en fait on va faire deux sons à faire un
Vraiment un A, et ensuite on va aller chercher à mettre de la buée sur une fenêtre. Donc c'est vraiment un... Et en fait, si tu fais ça, c'est vraiment pas très sexy, hein, je tiens à préciser. Mais en fait, ça va faire ça, mais après à la bouche fermée, ça fait vraiment un... Et ça donne ce côté-là. Voilà, je suis pile devant le micro. C'est encore moins sexy. Ok. Ouais, c'est pas... Oui. Et ça, le fait d'avoir ça dans ses routines, après, il existe plein des techniques juste de la respiration ventrale classique, où on s'allonge et on met un livre sur notre ventre, ça fonctionne très bien. Ou sur Internet, sur YouTube, vous avez plein de techniques comme les méthodes 4-7-8. Tout ça, ça nous vient du monde du yoga et ça fonctionne excessivement bien. Ok. Donc, eh bien, écoute, nous allons essayer d'appliquer maintenant d'autres conseils au gré de mon texte, si tu veux bien. Bien sûr. Je pense que je suis suffisamment entraînée entre Monsieur Jourdain et le UGA. Pardon, le Ujjayi. Enfin, moi, j'ai Ujjayi. entendu que c'est prononcé Ujjayi, mais je pense que je le prononce mal. De toute façon, c'est simple. À partir du moment où on a quelque chose qui vient avec un autre alphabet, on galère à le prononcer. Bon, en tout cas, moi, Ce sera tout le temps approximatif. je me sens complètement sereine face à mon texte. Les cordes vocales au repos, bien humidifiées. La respiration ventrale, tout va bien. Top. Alors, on va commencer par un peu de narration et je me propose une partie de narration et une partie de dialogue un peu plus tard. Enfin, là, il y a un peu les deux d'ailleurs. Ok. Alors, c'est là que LP, notre président, pète un plomb. John, cette fille est nulle. Elle ne sait rien faire, ni écrire un courrier, ni téléphoner, même pas capable d'aller organiser un tournoi avec les bijoux du sponsor. Je la vire. Ce qui m'a sauvé, oh, c'est pas vraiment mon potentiel, même si John était sûr d'en avoir décelé un chez moi. Aujourd'hui encore, je me demande si John n'était pas tombé amoureux, que se serait-il passé? Dans les faits, ce qu'il s'est passé, c'est que très vite, il n'a plus été question de me virer. John et moi, on finit par former l'équipe qui gagne à l'agence auprès des sponsors, des joueurs, des golfs, des médias. Jusqu'à cette finale de la Carlton Golf Cup à Cannes. Depuis peu, Promogolf Côte d'Azur a ouvert. C'est moi qu'on envoie en repérage à Cannes auprès de Philippe, le jeune directeur. Je suis hébergé au prestigieux Carlton Intercontinental. Accès à la plage, la piscine, la salle de sport. Je profite de chaque seconde. En fait, désormais, je me sens carrément à ma place dans cet univers. Peut-être un peu trop. John débarque 1 ou 2 jours plus tard. Il prend possession de sa chambre dans laquelle il ne mettra pas les pieds. Comme à chaque tournoi qu'on organise ensemble, il me rejoindra dans la mienne. Pour une raison qu'on ignore encore, on m'accorde systématiquement les plus belles chambres quand lui, John, le boss, se retrouve toujours dans les chambres avec vue sur la cour et les poubelles. Après avoir déposé sa valise, John me retrouve pour déjeuner dans le jardin d'hiver art déco du palace. Il s'installe sans me regarder, la jambe tremblante. Pose bruyamment la checklist sur la table. Putain, cette chambre, Elsa, c'est un placard. Ils se foutent de ma gueule. Et on va encore se taper un croque-monsieur même pas cuit pour 50 balles. Et puis, sans me regarder, très vite, il dit « Elsa, faut que je te dise, je me marie. » Attends. Quoi? Je vais me marier. Mais, avec qui? Je vous donne les 10 d'escalier en prime, chers auditeurs. À ce moment-là, je regarde mon annulaire. Tu la connais pas, donc je reprends. Mais avec qui? Tout en regardant mon annulaire. Tu la connais pas. Attends. C'est qui? On était à l'école ensemble, elle a été mariée, divorcée, nous nous sommes revus il y a quelques semaines à Dove, voilà, c'est tout. Quoi? Attends, je comprends pas là. Qu'est-ce que tu comprends pas, Elsa? Je me marie le 6 décembre. Dans 2 mois? Le jour de ton anniversaire? Ah d'accord, j'ai compris. Elle est enceinte. Ça n'a rien à voir. Je le voulais aussi. Et puis de toute façon, il ôte ses lunettes de soleil. Il ressemble tellement à Marcello Mastroianni.
Avec toi, on ne sait jamais rien. Tu dis rien, qui tu es, ce que tu veux, impossible de se projeter. On ne pouvait pas continuer comme ça, Elsa. Parfois, j'ai l'impression que je ne te connais pas. Tu es trop mystérieuse, Elsa. Ah, d'accord. Non seulement il se marie avec une autre que moi le jour de son anniversaire qu'on avait l'habitude de passer ensemble, mais en plus, c'est de ma faute. Remarque, maintenant que j'y réfléchis, au golf, le handicap est un privilège, autant que la beauté est un piège. Bon, je propose qu'on termine cet extrait là-dessus. Et c'est très bien. Là, je suis contente que tu aies trouvé ta phrase finale. C'est vrai que c'était pas évident. Tu voulais trouver quelque chose de marqueur. Et là, je trouve que ça rend vraiment bien quand tu dis, voilà, au golf, l'handicap, c'est vraiment quelque chose de positif et la beauté est un piège. Je trouve que ça fonctionne en tout cas très, très bien d'un point de vue vraiment rythme. Et tu sais, c'est pas pour rien, je fais juste une petite un aparté, c'est pas pour rien que les slogans riment. Parce que ça permet d'être beaucoup plus mémorisable et mémorisé. Et le fait que toi, tu aies fait ça à la fin de cet extrait-là, je trouve que c'est remarquable. Et en même temps, tu as utilisé une technique d'éloquence. Alors après, c'est pas une... Moi, j'aime beaucoup dire que l'éloquence, c'est quelque chose de très accessible et de très compréhensible. Et là, le fait d'utiliser quelque chose qui rime, le cerveau, il est beaucoup plus séduit parce que par sa musicalité, comme La Fontaine faisait avec les fables d'Ésope, il leur donnait un côté un peu sexy, tu vois. Et là, ce que tu as fait, moi, je trouve que ça fonctionne très, très bien. Tu avais galéré à le trouver, et là, je trouve que tu l'as très bien trouvé. Ah oui, alors, aux auditeurs, j'explique quelques tourments d'écrivain, quelques coulisses d'écrivain, enfin d'écriture. Et c'est vrai que je voulais terminer cette partie-là avec quelque chose sur la beauté, parce que cet homme ressemble tellement à Marcello Mastroianni que j'en oublie tout. Je me perds dans le regard de Marcello Mastroianni. Et je voulais vraiment expliquer que la beauté, parfois, ça piège. J'ai cherché, alors on en a discuté souvent ensemble, je me souviens plus, on avait débattu sur... on avait lancé comme ça au hasard des phrases un peu clichés sur la beauté. Je voulais pas ça, je voulais pas non plus demander à ChatGPT. Et je voulais trouver quelque chose par moi-même qui me représente et qui représente le texte. Mais tout d'un coup, le handicap est un privilège, je l'avais déjà dit dans un autre passage, et je trouvais que dans cet autre passage, ça convenait pas du tout. Il alourdissait le passage. Et du coup, j'ai fait un copier-coller. Enfin, c'est comme ça qu'on fait des collages, des copiés. Et puis finalement, j'ai assemblé la beauté et le handicap. Et privilège et piège, ça s'est imposé tout seul. Mais parfois, quand on écrit, il y a quelqu'un d'autre qui se manifeste au-dessus de nous, qui prend la main, le stylo, le clavier, et qui écrit à notre place. C'est formidable, l'écriture. Oui, il y a une magie qui se fait. Et moi, ce que je voulais juste ajouter, là, en t'écoutant de nouveau, ce passage-là, je commence à peu près à le connaître par cœur. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que là, tu as touché ce que moi, j'ai voulu que tu touches, c'est-à-dire vraiment une incarnation. C'est-à-dire que même si tu n'as pas eu beaucoup de temps d'échauffe, parce que dans la pièce, on n'est pas du tout au début de la pièce, on est vraiment dans un extrait noyé, je dirais, dans le milieu de ta pièce. Et tu as réussi à rentrer tout de suite dedans et tu as réussi à incarner tout de suite. Et une prise de parole qui est juste, c'est juste une prise de parole incarnée. Et là, c'est ce que tu as fait. Tu vois, tu as bien réussi à mettre des intonations hautes, tu as bien réussi à gérer les silences, et ça, c'était vraiment chouette. En plus du travail qu'on a fait ensemble, je tiens à remercier aussi Delphine. Alors, les 2 émissions avec Delphine sont en replay. Delphine Vespier, qui a fondé la compagnie Batailla, je le rappelle au passage. Parce que Delphine a vraiment mis l'accent dans nos émissions et en stage, quand j'ai été en stage avec elle, sur les images. Et je ne suis pas une fille d'image. Je n'ai pas de photos chez moi, je n'aime pas les photos. Je regarde pas la télé. Enfin, vraiment, l'image, pour moi, ça... Je faisais un blocage, en fait. Et à force d'écouter ça, de lire du théâtre et d'essayer de visualiser, eh bien, finalement, j'y suis arrivée. Et maintenant, à force de répéter ce texte également, après tous ces accompagnements que j'ai eus, ça y est, je commence à voir des images. Donc, je vois le personnage, je vois l'hôtel Carlton. Je fonctionnais pas comme ça jusqu'à présent. Et j'avoue que ça aide.
les Ouais. images. Ouais, non, mais c'est fondamental. Quand moi j'ai fait mes formations pour devenir formatrice et j'ai fait beaucoup de formations en pédagogie, ça apprend quelque chose de fondamental, donc en tant que prof, mais je mets des guillemets sur le terme de prof, que tes élèves, peu importe les élèves, ont souvent dit oui, moi je suis visuelle ou je suis kinesthésique, c'est-à-dire je retiens par les émotions, grosso modo, par l'affect. Enfin, c'est plus complexe que ça, mais encore une fois, je vais aller simplifier les choses. On va dire voilà, t'es visuel, t'es auditif, etc. En fait, on s'est rendu compte il y a peu qu'on est visuel et kinesthésique, on est visuel et auditif. C'est-à-dire que dans tous les cas, si tu veux bien apprendre quelque chose, il faut que tu le visualises. Et souvent, moi, on me pose la question, est-ce que tu as galéré avec la prise de parole? La réponse est non. Moi, je fais partie de ces gens qui sont chiants parce que je n'ai jamais galéré avec la prise de parole. Pourquoi? Parce que quand je parle, et c'est un peu pareil quand on lit, j'ai la sensation d'avoir comme un film, tu vois, qui se passe dans ma tête, et j'ai juste à suivre ce film et à laisser mes émotions s'exprimer pour être juste. Alors, Et quand on est juste à l'oral, c'est ça qu'il faut faire, avoir cette sensation de ce film, tu vois, qui se met en place tout seul, et après tu le suis. eh bien, quand la troupe d'Eloquentia Brest est venue donc sur Radio U dans mon émission, alors vous retrouverez dans la saison 1, je me souviens plus de la date, mais peut-être en mars ou en avril, enfin bref, l'un des finalistes a lu son texte et donc je leur ai demandé à tous comment ils apprenaient par cœur et comment ils travaillaient pour répéter leur texte. Et l'un d'eux, celui qui a remporté le concours à Brest d'ailleurs, Mm. a expliqué que lui, il voyait un film. Alors on a ri parce que la manière dont il le racontait, j'avais vraiment l'impression qu'il voyait défiler un court-métrage, qu'il s'était carrément créé un petit court-métrage qu'il regardait pendant Mm. que... Et, et, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup du Voilà. storytelling, l'art de raconter des histoires aussi avec l'éloquence, c'est parce que c'est beaucoup plus facile pour toi de mémoriser parce en fait, l'enseignement oral, il est là depuis que l'homme est l'homme, on transmet les choses à l'oral. Donc, c'est-à-dire que notre cerveau, par tu sais, les neurones mémoire, tous ces trucs-là, notre cerveau, il est formaté, il a évolué pour retenir facilement des histoires. L'Iliade et l'Odyssée, tu vois, enfin, on a eu plein de versions, mais on l'a encore aujourd'hui, on a réussi à l'avoir. Et si on dit que Homère, en fait, donc c'est un Aède, un troubadour, et si aujourd'hui on dit que Homère a écrit l'Iliade et l'Odyssée, on subodore que c'est parce que Homère était un excellent conteur, un excellent orateur, tu vois. Mm. Et donc, le storytelling, c'est super puissant parce que ça te permet d'avoir une histoire. Et donc, souvent, les discours suivent un schéma de storytelling. Donc, ça aide aussi à projeter ce fameux film dans ta tête. Mais pour moi, c'est vraiment la même chose pour les personnes qui lisent. Quand on lit, au bout d'un moment, on voit plus l'objet qu'on a dans la main, on voit plus les lettres, on voit plus rien. On est catapulté dans un monde, je sais pas lequel, je pourrais pas te dire quelle nébuleuse, mais moi, par exemple, quand j'ai commencé à lire, c'était avec Harry Potter au Roald Dahl. Moi, j'étais dans la Charlie et la chocolaterie, j'étais dans la fabrique. Harry Potter, j'étais à Poudlard. J'étais pas chez moi à lire le livre. Et ben, quand on parle, c'est un peu ça qu'il faut qu'on aille chercher, cette espèce de nirvana. Et c'est là où on est le plus juste. Et le plus dur après, c'est de se réveiller dans la vraie vie. Ouais. Alors après, on peut se dire, mais ouais, c'est vrai. Et après, on peut se dire, mais comment on atteint ça en entretien d'embauche ou moi, j'ai pas envie d'être dans un film, tu vois. Ça peut être aussi ça l'idée. En fait, moi, ce que tu racontes, c'est exactement ce qui se passe quand j'écris et je ne me souviens d'aucun moment où j'écris. Je ne me revois jamais écrire. Je ne me suis jamais revue en train d'écrire. Je ne sais pas du tout quand j'écris et ce qui se passe à ce moment-là. C'est comme quand on conduit, on est en pilotage automatique. Ouais, c'est ça. Après, la conduite, vaut mieux être concentré sur la route, mais, mais oui, c'est exactement ça qui se passe. Après, tu vois, pour moi, quelque chose qui permet beaucoup d'arriver à faire ces entretiens d'embauche, parce que pour te donner une toute petite partie de ma vie, quand moi j'ai commencé mes entretiens d'embauche, je postulais pour devenir commercial. Alors j'avais la chance de parler allemand et anglais. Et donc, j'avais pas de diplôme, c'est-à-dire que j'avais qu'un niveau bac. Et les gens m'avaient trouvé sur LinkedIn, donc c'était à l'époque, hein, et ils m'avaient trouvé sur LinkedIn parce que j'avais l'allemand en plus de l'anglais. Et pour un travail à Paris. Et quand moi j'ai fait mes entretiens d'embauche, je me suis dit c'est foutu, moi j'ai juste le bac, enfin j'ai déjà le bac, tu vois, j'ai le bac et je parle anglais et allemand. C'est tout. Tu vois, à côté de moi, il y a des gens qui sortent d'école de commerce. Et mes entretiens d'embauche, je me disais, il fallait que je les réussisse.
parce que j'étais à ce moment-là en échec scolaire, j'avais besoin de les réussir. Et je me disais, c'est comme une pièce de théâtre, pour un peu faire en sorte que la boucle se boucle. Je me disais, je rentre dans un personnage, je m'habillais d'une certaine manière, je me disais, il faut que je fasse un peu la grande, il faut que j'aille les impressionner, mais que je prenne du plaisir comme une pièce de théâtre. Par exemple, pour mon premier entretien, c'était dans l'agroalimentaire, je comprenais pas un traître mot. J'avais appris 2 phrases par cœur d'un site internet et je leur avais ressorti vraiment comme une personne qui fait une pièce de théâtre, tu vois, comme un comédien. Et c'est passé. Et c'est passé. Parce que j'avais ce côté de, je suis de toute façon dans une pièce de théâtre qui est en train de se passer, c'est n'importe quoi, et il faut que ça passe. Donc, je vais voir ça comme une pièce de théâtre, et c'est parce que j'ai réussi à faire ça que j'ai réussi mes entretiens d'embauche. Mais c'est une belle anecdote et qui entre en résonance. Alors, c'était pas ce passage-là que je pensais, je le cherchais là en même temps, que je pensais lire, mais il me semble que tu l'as appelé en fait en racontant ton anecdote. Alors, c'est la partie qui concerne les sous-doués passent le bac. Alors, je vais y aller. Alors, je tiens à préciser que tu peux m'interrompre en cours pour des exercices de virelangue, de multisyllabes, de bâillement, de respiration ou je ne sais quoi, si tu l'estimes nécessaire. Là, alors, franchement, on arrive à une étape où tu as quand même bien bossé. Tu vois, donc j'ai pas tant de choses à rectifier. Là, on a entre les différents intervenants, franchement, là, tu commences à avoir un bon niveau costaud. Hein. Mais ce qu'il faut dire, c'est que je ne suis pas sur scène et il n'y a pas de public devant moi. J'ai le texte sous les yeux. C'est un peu différent. Et pour une fois, je ne suis pas tourmentée par la technique. Donc, beaucoup de facteurs en radio désormais positifs. Favorables. Après, il faut savoir quelque chose, c'est que plus tu t'entraînes, plus tu es dans le surapprentissage et plus tu seras aussi décontracté le jour J. Vraiment, c'est la clé, l'anti-stress majeur, c'est avoir le temps de pouvoir être dans du surapprentissage. Il y a des moments clés, les entretiens, ce genre de choses. Il faut surapprendre. Je dis pas apprendre par cœur, je dis surapprendre. C'est très différent, apprendre par cœur et surapprendre. Surapprendre, c'est être capable, même si on nous interrompt, même s'il y a un problème technique, même si tu arrives en retard, j'en sais rien, tu vois, il peut se passer tout et n'importe quoi, tu t'en fiches parce que ton cerveau, il est capable, il a tellement appris par cœur les choses qu'il est capable de reformuler, qu'il est capable de s'adapter. Oui. Et c'est ça qui enlève le stress. Et ça, on en parle très peu dans les techniques anti-stress. On parle beaucoup de la méditation, ce genre de choses. Alors que le surapprentissage, c'est la clé de voûte. Et donc, toi, pour ton spectacle, il faut que tu sois dans le surapprentissage. Là, ce qu'on est en train de faire ce soir, c'est typiquement dans la partie du surapprentissage. Donc, c'est très bien. Mais pourtant, on entend dire quand même qu'à un moment, faut pas non plus trop apprendre pour arriver Au contraire, les comédiens, ils sont capables de réciter leur texte comme si tu avais la sensation qu'ils te parlaient pour la première fois parce qu'ils surapprennent. Les politiciens, c'est pareil. Il faut que tu saches que tous les politiciens, quand ils font un duel à la télé, tu crois que leur conclusion n'est pas apprise par cœur, elle est complètement apprise par cœur. Ils l'ont tellement apprise justement cette conclusion qu'ils sont capables de mettre des effets dans la voix pour que tu aies la sensation qu'ils sont en train de, enfin avoir la sensation qu'ils sont en train d'inventer ce qu'ils sont en train de dire au moment où tu les écoutes parce qu'ils ont appris leur conclusion. Alors je n'en suis pas là puisque d'autant moins que le personnage qui est mon alter ego, donc Hermeline, arrive, on en est à l'anecdote du baccalauréat. Alors, une nouvelle anecdote dans l'anecdote s'impose. Avant de vous raconter mon premier entretien d'embauche pour devenir secrétaire à Promogolf, je dois vous raconter la fin de mes études, histoire de comprendre mon état d'esprit dans cet entre-deux. Moi, je voulais arrêter l'école depuis longtemps, mais j'avais rempilé ma terminale et pour la 2e fois, j'avais été admise à l'oral de rattrapage avec le max de points. 44 en section B. J'opte pour économie et histoire géo. Un peu comme on fait une grille de l'auto-flash au tabac du coin. En histoire géo, j'apprends plus ou moins mot à mot un sujet. En éco, il faut bien l'avouer, c'est le néant. À quoi bon réviser à présent? Il est trop tard. Jamais à 2 jours des oraux, je ne saurais rattraper cette année de cours séchés au bar du lycée. L'examinateur me reconnaît et lève les yeux au ciel. Il m'invite à piocher dans un premier tas de papier « Histoire géo ». J'extrais un papier et lis très vite l'intitulé du sujet que j'ai appris par cœur et hop, je le repose dans le tas. « Comment être sûr que c'était votre sujet, mademoiselle ?»« Bah monsieur, fallait le dire.
J'aurais pas remis le papier dans le tas, et aussitôt en mode désinvolte, je pioche un autre bout de papier dans le tas économie. Cette fois, l'examinateur m'arrache le papier des mains et le lit. Suspicieux, il lève les yeux vers moi. Puis, il tend un bras agacé et mou vers le centre de la salle. Je m'installe à la table qu'il m'indique. Et puis, il s'absente. J'en profite pour sortir mon anabac de mon sac US. L'examinateur revient, c'est mon tour. Je bafouille 2 ou 3 phrases et il me met 10 sur 20. Tout ça pour ça. N'empêche, je l'obtiens, ce maudit bac. Mes parents n'entendent pas que j'en reste là. Ils me dénichent une école privée où ils espèrent bien que je vais obtenir mon BTS. Le BTS ? Le diplôme de la fin des années 80. Tu vas pas rester une hippie toute ta vie, Hermeline. Décidément. Les seuls cours où je suis assidue, c'est en dactylo. La seule matière de toute ma scolarité où j'aurai non seulement une note au-dessus de la moyenne, mais carrément 22 sur 20. Hélas, ça ne suffira pas pour le diplôme. Vous l'aurez compris, je viens de passer 2 années post-bac à végéter. C'est comme ça qu'un jour de grande lassitude, ma mère, qui n'en peut plus de me voir me lever à midi et passer le reste des jours à errer fantomatique, comme Marc-André Gondrin qui revient vivre chez ses parents dans Le premier jour du reste de ta vie, le film de Rémy Besançon, m'inscrit en intérim. Un matin, le type de l'agence appelle. « Bouge-toi un peu, Bélig, téléphone !» Ma mère crie par-dessus le moteur de l'aspirateur. Bon, je vais en rester là. Je ne vais pas dévoiler tout mon spectacle ce soir. C'est clair. Mais tu vois, à chaque fois, ça donne envie de savoir la suite. C'est vachement bien. Alors, si vous voulez connaître la suite... Comment ? J'aime bien quand tu as le bruit de l'aspirateur, tu vois. Et là, mine de rien, on est dans le bourgeois gentilhomme, tu vois, quand tu fais le terre, tu vois, tu balances bien ta voyelle, c'est chouette. Mais je dois dire que quand j'ai relu... alors, il y a après le nom de ma mère, sous le nom de ma mère, Annick Nedelec, 12 rue Bugeaud, Brest, il y a mon nom, Kevorkian Isabelle, 24 boulevard du Général Leclerc, à Neuilly-sur-Seine. D'ailleurs, Neuilly-sur-Seine est aussi un des personnages du spectacle. En partie, voilà. Et donc ça m'a fait rire parce que je me souvenais pas du tout d'avoir lu le bourgeois gentilhomme. Et donc il y a l'écriture de ma mère, il y a mon écriture. Et quand j'ai lu ce passage du maître de philosophie avec Monsieur Jourdain, en Monsieur Jourdain, je dois dire que je me suis un petit peu reconnue, surtout par rapport à ce que je raconte dans ce spectacle. J'étais un peu naïve comme les Monsieur Jourdain. D'ailleurs, il y a une phrase que j'adore, que j'ai envie de vous lire là tout de suite, plutôt que mon spectacle. 2 minutes. Tu veux bien qu'on reprenne, Monsieur Jourdain ? Oui. Alors attends. Quoi, alors attends. C'était acte 2, scène 4. Ouais. C'est qu'on a déjà lu tout à l'heure ou un autre... Non, la suite en fait. Ah oui, la suite. Alors attends, il faut que j'aille la chercher parce que j'avais préparé juste cet extrait-là. Alors attends. Bon, là, il est 52. Ah non, si tu veux. Alors sinon, je vais lire, puisqu'on est là pour ça ce soir, je vais lire un nouvel extrait de mon spectacle. Allez. Si tu veux. Après, moi, je suis sur le téléphone, j'ai le texte sous les yeux, il n'y a pas de... Mais oui, je trouvais ça. Comme tu veux. Je trouve que la partie qui suit, juste après les consonnes et les voyelles, elle correspond aux choses de la vie d'aujourd'hui. Ça m'a fait quand même, enfin, de certaines choses de la vie d'aujourd'hui et évidemment, de certains. Ah oui, non, mais après, moi, j'ai toujours dit que si on parle la langue de Molière, c'est pas un hasard. Hein. Pour moi, c'est parce que on a cet extrait écrit par Molière qu'on parle la langue de Molière. Et vraiment, moi, tous mes premiers cours, c'est un cours d'orthophonie, c'est de bien replacer les voyelles et les consonnes. Et c'est complètement ce qui se passe dans la pièce. Alors après, de manière un peu plus scientifique, mais c'est ça qui se passe. Alors, vas-y, moi, j'ai le texte sous les yeux. On continue juste où on s'est arrêté, finalement. Au rat. On s'est arrêté après les R, quand il prononce les R, et après, c'est le maître de philosophie qui dit « Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités ». D'accord, on reprend là. Ouais, ok. Tu veux qu'on reprenne là ou il y a un autre endroit où tu voudrais qu'on reprenne ? Oui, pile là. Ok, super, c'est à toi. Donc, je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Je vous en prie. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité
et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Cela sera galant, oui. Sans doute, sens des vers que vous lui voulez écrire. Non, non, point de vers. Vous ne voulez que de la prose. Non, je ne veux ni prose ni vers. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi ? Pour la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou le vers. Il n'y a que la prose ou les vers ? Non, monsieur. Tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Et comme l'on parle, qu'est-ce donc que cela ? De la prose. Quoi ? Quand je dis « Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit », c'est de la prose ? Oui, monsieur. Par ma foi ! Il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un billet « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que ce fût tourné gentiment. » Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur ensemble, que vous souffrez nuit et jour pour elle, les violences d'un... Non, 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 je ne veux point tout cela. Je veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Il faut bien étendre un peu la chose. Non, vous dis-je, je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet, mais tournées à la mode, bien arrangées comme il faut. Je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on peut les admettre, dont on les peut admettre. On les peut mettre premièrement, comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour, mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos beaux yeux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien, mourir, vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font. Ou bien, me font, vos beaux yeux, Ou bien, me font, vos yeux, vous mourir, belle marquise, d'amour. Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure ? Celle que vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai point étudié, et j'ai fait cela tout du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur, et vous prie de venir demain de bonne heure. Je n'y manquerai pas. Adélie, je te remercie. Est-ce qu'on a il nous reste 4 minutes, alors je vais déjà vous rappeler que la prochaine émission aura lieu le 6 septembre à 21h30. J'entamerai ma saison 2 par la même occasion des élucubrations d'Hermeline sur Radio U 101.1 FM. Et j'aurai un créneau qui va évoluer un petit peu pour donner davantage de place à mes invités. J'aurai 1h30 et l'émission sera désormais de 21h30 à 23h. Donc le 6 septembre, on se retrouve. Toujours plus intimiste et interactif. Je pense qu'il y aura Hugo Laborie avec moi et peut-être encore toi, Adélie, éventuellement. Je pensais faire un débrief des émissions de cet été avec tous ceux qui m'ont accompagné, Delphine, toi, Steve, Hugo. Alors je ne sais pas exactement qui sera disponible ou pas. Normalement, moi je suis disponible. Ok, donc il y aura au moins Hugo et toi. Et vous, quel est votre souvenir vintage ? Eh bien, je vous invite à réécouter l'émission en replay sur radio-u.org, sur toutes les plateformes de streaming et sur ma chaîne YouTube. Un dernier mot, je pensais lire quelque chose, mais là, il reste 2 minutes. Un dernier mot, Adélie ? Oui, si vous voulez retrouver d'autres conseils sur la prise de parole, tout ce qui va être aussi lié à la psychologie, par rapport à comment est-ce qu'on s'adresse à quelqu'un, parce que bien savoir s'exprimer, soit c'est bien, mais on a besoin aussi de bien s'exprimer, donc on a besoin aussi de comprendre l'autre pour trouver les justes mots. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur ma page Instagram, Les Déclamateurs. @les déclamateurs, t'es sur YouTube aussi ? Oui, sur YouTube, mais je suis principalement sur Instagram. En fait, ce qui est sur Instagram, mais aussi sur YouTube, sur TikTok, c'est à peu près partout, sur toutes les plateformes. Ok. Chers auditeurs, merci de votre écoute et de votre fidélité. Je vous dis donc au 6 septembre
et au 9 septembre à la Comédie du Finistère à 20h pour Hermeline, seule en scène. Vous pourrez reconstituer tous les fragments que j'ai évoqués cet été avec Delphine Vespier, Steve Rudinelson, Hugo Laborie et Adélie Le Sould. Hâte les déclamateurs ce soir. Merci à tous, merci pour votre écoute, bonne soirée et bonne journée, bonne semaine. Bye bye. Les élucubrations d'Hermeline sur Radio U 101.1 FM.